Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous verrons aujourd'hui le thème du financement de l'acquisition de particulier à particulier. Exactement. Nous avons vu dans quelques éditions les protections de l'acquéreur, du vendeur en matière de vente immobilière, les avant-contrats. Et le nerf de la guerre reste, rappelons-le, l'argent, puisque vous vendez, c'est pour pouvoir toucher un prix. L'acquéreur doit donc obtenir son financement préalablement à l'acquisition. Voilà. Donc avec vous, deux grandes lignes, avec trois points différents. Le financement par fonds propres, le financement par l'emprunt, et notamment par le financement par fonds propres, nous verrons autant l'acquisition par des époux en commun de biens, sinon en séparation, et sinon pour ceux qui sont des partenaires du PACS. Exactement. Mais je vous laisse aborder le sujet. Très bien. Alors, on ne peut pas imaginer qu'on arrête un rendez-vous de signature d'un acte de vente si on n'a pas le financement de l'acquéreur. Si l'acquéreur n'a pas, au préalable, ou au plus tard, le jour de la signature, versé l'argent qui représente le prix de vente et les frais de l'acte de vente. Alors, pour des époux communs en biens, si on fait une acquisition sur fonds propres, cela signifie que vous disposez d'une certaine somme sur votre compte en banque et vous faites votre acquisition sans passer par une banque, sans passer par un prêt bancaire. Donc, acquisition sur fonds propres, il suffira que vous vous présentiez le jour prévu avec un chèque établi par votre banque, un chèque de banque qui représente le montant du prix de vente et éventuellement le montant des frais de l'acte. Alors justement, tout de suite, vous, notaire, vous recommandez, si on doit faire cela par des fonds propres, il vaut mieux avoir un chèque de banque. Il faut un chèque de banque puisque nous devons avoir la certitude que le prix de vente est bien payé. Et bien disponible. Disponible. Le jour où nous signons l'acte de vente, je vous remets une attestation disant que vous êtes propriétaire. Or, si vous me donnez un chèque qui ne peut pas être encaissé demain, j'aurai fait une attestation qui ne sera pas valide. Puisqu'en réalité, vous n'aurez pas payé le prix si le chèque n'est pas honoré. Alors justement, pour ceux qui ne sont pas familiers à ce vocabulaire, donc chèque de banque. Chèque de banque, c'est un chèque établi par la banque. D'accord, ce n'est pas un chèque qui est dans votre chéquier. Ce n'est pas un chèque que vous retirez de votre chéquier, que vous faites. C'est un chèque spécial. C'est un chèque spécial qui est établi par la banque. C'est un chèque qui est garanti, comme on dit les chèques certifiés. C'est un chèque qui est garanti, dont nous sommes sûrs que le prix sera payé. Voilà, ce chèque sera honoré. Que cette somme est disponible sur votre compte. Exactement. C'est la banque qui fait directement le chèque, le montant qu'on lui a demandé. Merci. Alors, ça, c'est le cas typique, une affaire simple. Vous avez l'argent sur votre compte, la banque fait un chèque, fonds propres. Il faut quand même être prudent lorsque, encore une fois, nous avons toujours des situations d'époux communs en biens ou d'époux séparés de biens. Si ce sont des époux communs en biens, même si c'est l'époux seul qui achète, ou l'épouse seule, le bien sera un bien de communauté, peu importe l'origine des fonds. Et le pourcentage de participation ce sera toujours moitié-moitié. Voilà. Pour les biens des époux qui sont mariés en communauté, quel que soit celui qui fait l'acquisition, ce sera toujours moitié-moitié. S'il y a séparation. Cela signifie que le jour où ils se séparent, que ce soit par le divorce ou par le décès, il faudra partager le bien en deux. Moitié-moitié. Alors, il y a un cas particulier où on a déjà évoqué cette situation, où un époux, même s'il est marié en communauté, peut réaliser l'acquisition pour son compte, c'est-à-dire pour lui-même, tout seul. C'est le cas du remploi. Imaginons que l'un des époux ait recueilli dans une succession une somme relativement importante. Cette somme lui permet d'acheter un bien. Même s'il est marié en communauté, il peut faire l'acquisition pour son propre compte et on dira que c'est un bien propre qui ne tombe pas en communauté parce qu'il aura remployé l'argent qu'il aura reçu dans une succession. On appelle ça la un notion remploi. Donc vous remployez des sommes que vous avez reçues soit par donation, vos parents vous ont donné de l'argent, soit dans une succession, vous avez recueilli une certaine somme d'argent. Alors pour être sûr que le remploi ne souffrira pas de contestation, on demande en général à l'autre époux d'intervenir à l'acte pour reconnaître qu'effectivement les fonds qui servent à payer le prix d'acquisition
sont des fonds qui proviennent d'une donation ou d'une succession, et de ce fait, l'époux qui intervient là reconnaît qu'il n'a rien à voir dans le bien. Ça signifie que le jour où vous allez vous séparer, par le divorce ou par le décès encore une fois, celui qui a acheté le bien avec de l'argent qu'il a reçu par succession reprend ce bien-là intégralement. Ce n'est pas un bien qui sera partagé par moitié. Alors, juste pour éviter des malentendus ou quelques subtilités, je me permets de rajouter. Est-ce qu'il faut, à ce moment, pour que ce bien reste votre bien propre, donc protégé le jour de la séparation, il restera entièrement le vôtre, qu'il n'y ait aucune participation de l'autre époux avec un bien commun. C'est-à-dire que même 10% de l'achat de ce bien ne soit pas fait par le bien commun ou de l'autre. Alors, pour justifier que le 100% de cette acquisition vous reste le jour de la séparation. Si l'autre conjoint intervient là pour reconnaître que l'intégralité du prix et des frais a été payée à l'aide de sommes qui vous ont été données, ça ne pose aucune difficulté. Et s'il dit qu'il a mis 10%? Si une partie du prix ou les frais est payée avec l'argent qui est amené par la communauté, donc par l'autre conjoint, on tiendra compte, en cas de séparation, divorce ou décès, on tiendra compte de cette participation dans l'acquisition. On dira que cette personne a droit à une récompense parce qu'elle a participé quelque part à l'acquisition, elle a participé à l'enrichissement du patrimoine de l'autre conjoint. Donc ça, on en tient compte. Il faut toujours bien préciser ce genre de choses puisque les bons comptes font les bons époux. Et nous sommes bien d'accord, autant participation à l'achat que s'il y avait des rénovations, des petits travaux à faire dans ce bien. Tout ce qui concerne l'amélioration de la situation d'un conjoint sur un bien propre qui est fait avec de l'argent de communauté, ce conjoint doit en tenir compte, doit en rendre compte à la communauté le jour où il y a une disparition de cette communauté. C'est le système des récompenses. Chaque fois qu'un patrimoine propre s'améliore grâce à des biens communs, il faut que ce patrimoine propre rende compte et récompense la communauté pour l'effort qu'elle a fait pour enrichir le patrimoine personnel. Alors, juste avant l'étape suivante, qu'est-ce que vous, président des notaires, recommandez à ce conjoint qui, effectivement, donc le premier, avec un héritage, achète un bien? C'est un bien, un coup de cœur, une maison traditionnelle, par exemple. Mais il y a des rénovations à faire. Que dans les années qui suivent, toujours dans leur vie maritale, l'autre participe pour l'amélioration, de cet immeuble. Je comprends. Il faut qu'il garde la trace. Donc ça lui a gardé la trace de l'apport qu'il a fait pour améliorer le bien propre à l'autre conjoint. Donc il n'est pas obligé à chaque fois ou tout de suite de passer par voie notariale. Non, il n'y a pas d'acte particulier à faire là-dessus. C'est simplement garder la preuve que c'est la communauté, et ce n'est pas compliqué à vérifier, que c'est la communauté qui a payé pour améliorer le bien, qui a payé pour le réparer, qui a payé pour refaire la peinture, par exemple, des choses comme ça. Donc on tiendra compte des dépenses faites par la communauté pour améliorer le bien personnel de l'un. Pourquoi je me suis permis de vous faire dire cela, c'est parce que nous le savons tous, que pendant des années, le charisme de certains, dans le couple, dans la famille, faisait foi, et c'est celui qui parlait le plus fort, le plus haut, qui prétendait connaître la loi. Mais poursuivons. Donc ça, c'était la notion de remploi. La notion de remploi. Donc, quand vous avez de l'argent qui vous est revenu par succession, par donation, vous pouvez remployer cet argent dans l'acquisition de biens qui est propre. Si donc nous avons des époux qui sont en séparation de biens, et là encore, ils payent avec des fonds propres. D'accord, mais ce couple, donc toujours dans cette acquisition d'époux en biens communs, mais éventuellement qui sera en instance de divorce, c'est quelque chose de particulier là. Alors, s'ils sont en instance de divorce, les choses sont assez compliquées, il faut bien le préciser. Vous faites bien de poser la question parce qu'on a ce genre de situation assez fréquemment. Même si vous êtes séparés de corps, c'est-à-dire que les gens ne vivent plus ensemble. Dans la même maison. Ils ne sont plus dans la même maison. C'est ce qu'on appelle une séparation de fait. Les gens vivent depuis des années dans des maisons différentes, ils n'ont plus de communauté de vie. Mais ils sont toujours mariés. D'accord. Eh bien, si l'un d'entre eux achète un bien, là aussi, ce bien-là sera un bien de communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ne vivez plus ensemble, effectivement, que cela signifie que ce que vous faites de votre côté restera pour vous personnellement. Il ne faut pas perdre de vue que c'est uniquement la séparation officielle, le divorce, qui fait qu'il n'y a plus de communauté. Donc si des époux en instance de divorce
on dit qu'ils sont en instance de divorce, qu'ils sont séparés de fait, veulent réaliser une acquisition, il faut, là aussi, que l'autre époux intervienne à l'acte. Si l'un d'entre eux veut réaliser une acquisition, il faut que l'autre intervienne pour reconnaître que cette somme n'est plus une somme de communauté, que le divorce a été entamé depuis tant d'années. Donc, il faut par contre que le divorce soit entamé d'un point de vue administratif. Il faut qu'il y ait une instance. Il ne faut pas qu'ils soient simplement séparés, qu'on ne fait pas voir, mais qu'on n'a rien fait comme démarche purement officielle. Il faut qu'il y ait une instance qui soit introduite. Qui prouve qu'ils sont en instance. En instance de divorce. Donc, dans ces conditions, on pourra dire que c'est avec ses fonds propres qu'il a acheté, qu'il fait l'acquisition. Et donc, dans le divorce, on ne tiendra pas compte de ce bien-là. D'accord. Mais là, il faut vraiment que les deux époux interviennent pour reconnaître. Il faut qu'ils réussissent à s'asseoir dans la même salle. Et oui. Parce que si l'un ne veut pas voir l'autre, c'est un peu compliqué. Donc l'un ne peut pas valider le fait que c'est bien avec son argent personnel que l'autre a acheté et donc que ce bien-là ne tombe pas dans le partage de communauté. Alors ça, il faut être très prudent là-dessus. Nous, on a, par expérience, on a l'habitude de faire intervenir les conjoints qui sont en instance de divorce pour reconnaître qu'effectivement l'instance a été engagée et que le bien qui sera acquis ne sera plus dans la communauté. Alors, pour l'un des conjoints qui ne peut pas attendre, prenons un exemple, il veut refaire sa vie, déjà construire une nouvelle maison, etc. Est-ce que, je vais me permettre de dire ça ainsi, vous lui recommandez que si lui il a les moyens, qu'il pourrait dire à son épouse ou son époux que choisis l'avocat de ton choix, que c'est moi qui paye, pour te faire représenter chez le notaire, pour reconnaître qu'effectivement, voilà, j'achète avec mes biens pendant que nous sommes en instance de divorce. Bien entendu. Bien entendu, il peut parfaitement... C'est-à-dire un avocat peut être représenté, l'un des conjoints... Pas forcément un avocat, quelqu'un... N'importe qui. On peut, le conjoint, s'il ne veut pas se déplacer physiquement pour voir la personne, vous savez, quelque part, les gens ne veulent pas se voir physiquement. Bon, à ce moment-là, nous, on leur prépare une procuration, où on les reçoit séparément. Il y a toujours moyen de s'arranger. L'essentiel, c'est que, dans l'idée, les gens soient de bonne foi. C'est la bonne foi qui fait que l'autre époux interviendra pour dire... Je reconnais que nous sommes en instance de divorce, etc. Il y a aussi l'autre solution qui consiste à faire remonter les effets du divorce. Mais enfin, c'est assez technique, je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de considération. Juste une dernière question avant de passer à l'acquisition des époux déjà séparés de biens. Dernière question. Si l'un des conjoints qui sont en instance de divorce, donc qui en théorie, leurs biens sont encore en commun, pense être malin en faisant l'acquisition par son nouveau conjoint, mais officieux, c'est-à-dire achète le bien, peut-être avec son argent, mais met le titre de propriété sous le nom de son ou sa nouvelle conjointe. Enfin, qui n'est pas encore son conjoint. Voilà. Ils vivent dans la même maison, mais officiellement, il n'y a rien entre eux. Est-ce que là, c'est une mauvaise idée, puisque ça ne tiendra pas? C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour une raison très simple, c'est que si c'est une personne tiers qui achète, mais c'est lui qui est propriétaire. Et imaginons que ce tiers qui a acheté décide de se séparer ou de ne pas se marier avec la personne qui pensait que il perd tout. Mais ma question, je remercie pour cette réponse-là qui est intéressante, mais ma question était, est-ce que c'est par volonté, désespoir, méchanceté, l'un des deux conjoints ne veut pas venir devant le notaire pour valider qu'effectivement l'un d'entre eux veut acheter avec ses biens séparés ce nouvel appartement. Donc il ne veut pas venir, que ce soit par stratégie ou pas. Est-ce qu'il peut se retourner contre son conjoint s'il avait cru bon de faire acheter sous le nom de sa nouvelle ou son nouveau compagnon le bien? Est-ce que le jour de la séparation officielle, du fait qu'il peut quand même récupérer les fonds, toujours des biens communs? Parce qu'il faudra par contre que le conjoint évincé puisse prouver que l'argent qui a servi à acheter le bien était de l'argent de communauté qui a été donné à quelqu'un. Donc cette somme-là, il faut qu'on la retrouve. S'il a pris l'argent sur un compte qui était par définition un compte de communauté, il faut bien qu'on en tienne compte dans le partage. Donc ce n'est pas très malin de prendre l'argent et de faire acheter par quelqu'un d'autre pour la première raison que je vous ai évoquée, c'est-à-dire que l'autre personne peut très bien décider qu'elle est propriétaire et qu'elle s'en va. Et la deuxième raison, c'est que si c'est de l'argent de communauté que vous avez prélevé pour passer à quelqu'un, ben c'est une somme qu'il faudra rapporter. Que vous devrez aussi à l'autre. Absolument. Donc vous le devrez 2 fois peut-être. Maintenant, toujours dans ce financement de fonds propres,
Mais acquisition par des époux séparés de biens. Ça veut dire quoi déjà, séparés de biens? Soit ce sont des époux qui ont un contrat de mariage, qui ont fait un contrat de mariage de séparation de biens pur et simple. Soit ce sont des gens qui ont obtenu un jugement de séparation de corps et qui sont officiellement divorcés. Ils sont officiellement en séparation. Alors là, il y a deux techniques. Ou bien les époux ne disent rien, et dans ces conditions, ne disent rien. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas au notaire dans quelle proportion ils vont acheter. Donc, dans ces conditions, ils achètent 50-50. Parce que dans le problème des époux séparés de biens, il faut savoir qui achète quoi. Ou bien c'est un seul des époux qui achète. Vous êtes en train de me dire que des personnes qui sont passées au tribunal pour se divorcer, vous en avez qui, malgré ça, continuent à acheter des choses en commun? Non, ce ne sont pas des gens qui sont passés au tribunal pour se divorcer, ce sont des gens qui se sont mariés sous un régime de séparation de biens, ou alors qui ne veulent pas divorcer, qui ont eu un jugement de séparation de corps. Bon, ça, ils ont eu un jugement de séparation. Donc, ils sont ensemble, ils ne sont pas divorcés. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas divorcés. Donc, quand ils achètent, si c'est un seul qui achète, il n'y a pas de problème, c'est lui qui achète, c'est à son nom. Si ce sont les deux qui viennent acheter, il faut préciser dans quelle proportion chacun achète. Soit monsieur met 40%, madame 60%, soit 70-30, 80-20. Vous pouvez mettre les proportions que vous voulez, mais il ne faut pas hésiter à le dire. Parce que si vous ne dites pas, si vous ne précisez pas que c'est moi qui mets 80% et madame met 20%, bien, vous êtes censé avoir acheté 50-50 chacun. Ça veut dire que le jour où vous vous séparez, il faudra, là encore, partager 50-50. Alors, il en va de même pour les époux séparés de biens que pour les partenaires d'un PACS. Depuis la nouvelle... Alors, juste avant d'arriver au PACS, qu'est-ce que l'on comprend par le mot quotité? Quand ils arrivent chez un notaire et on leur reçoit le mot quotité, vous l'avez défini, mais place-le dans ce contexte. La quotité, c'est dans quelle proportion vous faites l'acquisition. Quelle sera la proportion qui reviendra à monsieur et quelle proportion reviendra à madame? Quel pourcentage, en fait? Quand on parle de quotité, ça revient à un pourcentage. Quelle est la part qui sera celle de monsieur? Parce qu'il faut bien comprendre que deux époux séparés de biens peuvent parfaitement acheter un bien, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire que celui qui met plus d'argent, c'est lui qui aura plus dans le bien. Pour être sûr qu'au moment du partage, il n'y aura pas de difficulté. Donc les bons comptes font les bons époux. S'il y en a un qui met 80%, il faut qu'il dise qu'il achète 80% de l'immeuble. Et ça, on rappelle que c'était donc pour deux catégories de profils de personnes aimantes, soit pour celles, le jour de leur mariage, ont insisté pour qu'il y ait un contrat de mariage. Oui, ce qui est de plus en plus le cas d'ailleurs. Voilà. Et ou les gens qui sont en séparation. Voilà. Qui ont obtenu une séparation par un jugement. Merci. Alors, les partenaires d'un PACS, depuis peu, se retrouvent également dans cette même situation. Les gens qui sont un pacte civil de solidarité, par définition, ils sont censés agir chacun pour son compte, comme des époux séparés de biens. Donc le fait d'être pacte, c'est comme si on avait un contrat de mariage alors? Le pacte, c'est un contrat. Ah, c'est en soi un contrat de mariage? C'est pas un contrat de mariage, c'est un contrat qui se rapproche du mariage. Si vous voulez, un jour, on fera une émission spécialement pour le PACS. Mais les partenaires d'un PACS, deux personnes qui vivent ensemble et qui sont reliées par un PACS, se rapprochent de plus en plus d'ailleurs de l'institution du mariage. Mais pour ces gens-là, on est dans la même situation que des époux séparés de biens. Donc s'ils achètent tous les deux ensemble, il faut pouvoir préciser dans quelle proportion chacun achète et quelle quotité reviendra à chacun. D'accord. Mais ceci, est-ce que ça tient compte aussi, un peu comme les contrats de mariage, que dans un contrat de PACS, ils peuvent déjà mettre certains alinéas, genre, quel que soit le pourcentage que tu mettrais dans des achats séparés, que s'il y a séparation, il y aura 50-50. Non, vous ne pouvez pas mettre ça. Parce que on ne peut pas préliminairement déjà mettre cela. Non, mais si vous le mettez dans le contrat de PACS, il ne faudra pas déclarer autre chose dans l'acquisition. Il faudra dans l'acquisition dire que vous achetez 50-50. Mais si dans l'acte d'acquisition, vous dites que vous achetez à 70-30 ou à 80-20, on ne peut pas revenir sur ça. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que, comme dans le contrat, on avait dit 50-50, on va partager 50-50. Non, puisqu'en réalité, dans l'acte d'acquisition, vous devez dire, voilà, dans quelle proportion... Alors, justement, vous êtes en train d'y répondre, mais mettons les mots sur les mots pour être sûr que tout le monde a compris. Vous êtes en train de me dire, quel que soit un contrat de mariage, ce qui était écrit dedans, dans la répartition le jour de la séparation, ou un contrat de PACS, que là, éventuellement, on aurait mis des petits détails dans la répartition. Que si un était pauvre lors de la rencontre, que dans le contrat, on dit que l'un ne doit pas rester infortuné. Vous êtes en train de me dire que le contrat d'acquisition fait devant un notaire
est plus fort que le contrat, soit de mariage ou le contrat de Pacs. C'est-à-dire que si devant un notaire vous dites que moi j'achète à 60%, et toi, enfin, disons, moi j'achète à 90%, et toi tu n'as mis que 10% parce que tu n'avais que ça à titre personnel, même si le contrat de mariage ou le contrat de Pacs disait que le jour de la séparation, tout serait 50-50, c'est le contrat devant un notaire qui est plus puissant pour cet acte-là en particulier. Sauf en cas de communauté. Si vous avez des gens qui sont mariés sous un régime de communauté de biens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est écrit dans le contrat, communauté. Non, dans quel contrat? Quand vous faites un mariage, quand vous vous mariez en communauté, il n'y a pas de contrat. Ah, c'est le contrat. Vous pouvez exceptionnellement faire un contrat de mariage pour vous dire que vous êtes en communauté. Mais quand vous vous mariez sans contrat, vous êtes soumis au régime légal qui est le régime de communauté. D'accord. Dans ce régime-là, même si dans l'acte d'acquisition, vous venez dire que monsieur achète 60%, madame 40%, ça ne tient pas la route, puisque vous êtes en communauté. Vous n'avez pas le choix de dire cela. C'est seulement pour des époux séparés de biens qu'on peut imaginer qu'il y en ait un qui achète une plus grande proportion que l'autre. D'accord. Alors je reprends ma question. Quand vous êtes marié avec un contrat de mariage, ou alors avec un Pacs, qui peut-être à l'avance vous dites, si on doit se séparer un jour, moi j'aurai 80% de tout, et toi tu auras 20% du reste. Est-ce que si le jour vous achetez quelque chose, un bâtiment, mais qu'en fin de compte, pour un exemple, vous mettez chacun 50%, qu'est-ce qui dominera le jour de la séparation? Ce dernier contrat, précisément sur ce bâtiment-là en particulier, devant un notaire? Absolument. Voilà, c'est celui-là. Ce sont les décisions qui ont été prises au moment de l'acquisition, les précisions qui sont portées dans l'acte d'acquisition, qui détermineront dans quelle proportion vous êtes propriétaires l'un et l'autre. Vous pouvez, dans un contrat précédent, raconter ce que vous voulez, mais si dans l'acte d'acquisition même, vous dites voilà dans quelle proportion nous achetons, c'est cet acte-là qui l'emportera. Merci. Alors là, nous étions dans le cadre d'un financement sur fonds propres. Donc, ça ne pose pas de difficultés particulières, sauf en ce qui concerne des problèmes de communauté, de séparation de biens, de donner les quotités dans lesquelles chacun achète. Quand vous avez recours à un financement bancaire, donc un prêt. Un prêt. Un emprunt. Vous allez voir votre banque, vous demandez un financement. Et automatiquement, la banque vous demandera des garanties. D'accord ? Donc le financement sur fonds propres se fait sans difficulté. Le financement par prêt bancaire suppose que la banque puisse avoir des garanties. Les garanties qui sont demandées par la banque, en général, ce sont les garanties qui sont prévues par le Code civil. La première des garanties, c'est l'hypothèque. La banque vous prête de l'argent, mais elle vous demande en contrepartie de lui donner une hypothèque sur le bien que vous allez acheter. C'est quoi l'hypothèque? Voilà, justement. Juste pour être sûr que même le jeune public nous comprenne. Une hypothèque, ça veut dire quoi? Une hypothèque, c'est un droit qu'a la banque et qu'elle inscrit sur le bien. Et ce droit lui permet d'être sûr que si vous vendez le bien, elle sera payée en priorité. Ça lui permet également d'être sûr que si vous ne payez pas, grâce à l'hypothèque qu'elle aura inscrite sur le bien, elle pourra faire saisir le bien, une saisie immobilière, et le vendre aux enchères pour pouvoir se payer. Donc l'hypothèque donne à la banque la garantie qu'elle pourra être désintéressée, elle ne sera pas lésée. Vous n'allez pas pouvoir vendre le bien en catimini, en cachette, sans que la banque soit au courant. Pourquoi? Lorsque nous avons parlé des pièces qu'il faut demander avant la signature du contrat de vente, la pièce la plus importante, c'est l'état hypothécaire, comme je vous l'avais expliqué, qui détaille, qui est un peu le curriculum vitae du bien. Donc sur l'état hypothécaire, on saura si une banque vous a prêté de l'argent, la banque a inscrit une hypothèque. Alors ça s'appelle hypothèque ou privilège au prêteur de deniers. Mais le résultat est le même. C'est un droit qui permet à la banque d'être sûre qu'elle sera privilégiée dans la répartition du prix de vente. Alors, juste une question là-dessus. J'évite de trop vous retarder. Comment vous, demain, que vous voulez acheter quelque chose, quelqu'un dit il a à vendre, que ce soit une voiture, une maison, mais restons dans le côté immobilier aujourd'hui, que vous achetez quelque chose, vous payez cash et tout, savoir que ce que vous achetez n'est pas sous hypothèque. Quel document vous devez demander à la personne pour savoir qu'il n'y a pas d'hypothèque? Alors ça, c'est la responsabilité du notaire qui doit... Donc il faut à ce moment-là, pour être tranquille, passer devant un notaire. Ah mais obligatoirement, lui va impérativement vérifier quelle est la situation hypothécaire du bien. Est-ce que oui ou non, il y a une inscription d'hypothèque, 2, 3, 4, plusieurs inscriptions, et même il doit vérifier si le total des inscriptions hypothécaires ne dépasse pas le prix de vente. Parce que imaginez que vous ayez fait plusieurs emprunts, le vendeur a fait plusieurs emprunts dans diverses banques, et aujourd'hui il doit
grosso modo, 200 000 euros. Or, il vend son bien 160 000 euros. D'accord. Donc, les banques ne pourront pas être désintéressées. Dans ces conditions, il faut que le notaire, avant de signer la vente, demande aux banques l'autorisation de vendre à ce prix-là. Et ensuite, on détermine dans quelle proportion chacun sera payé. Mais il faut d'abord que les banques soient d'accord. Okay. Que les créanciers, quand je dis les banques, il faut que les créanciers qui ont une inscription d'hypothèque sur le bien soient d'accord pour vendre si le prix de vente est inférieur à l'ensemble des créances hypothécaires. Alors, les époux veulent se séparer et tout, veulent à tout prix vendre, ne plus avoir un souvenir de cet endroit. Effectivement, ils avaient une petite dette, etc. Est-ce qu'un client théorique, voulant ce bien, quel que soit ce qu'il y met, peut dire « j'accepte d'acheter ce bien immobilier avec vos hypothèques ». Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait ça? C'est-à-dire j'achète aussi vos dettes, ce que vous devez à la banque. Non, il ne pourrait pas le faire. Attendez, ce qu'il pourrait faire très précisément, c'est dire voilà, je paye, je vous achète votre bien, mais je sais qu'avec l'argent, le prix de vente, le notaire va désintéresser les créanciers. Il va payer les créanciers inscrits. De façon que moi, celui qui achète, il ne faut pas qu'il y ait une hypothèque sur le bien. Pourquoi? Parce que s'il y a une hypothèque sur le bien, même si ce n'est pas vous qui avez donné l'hypothèque à la banque pourra malgré tout, même si le bien est vendu, elle pourra toujours le saisir. Elle pourra toujours faire saisir le bien et le vendre aux enchères. Le nouveau propriétaire qui sera... Et le nouveau propriétaire sera lésé. D'accord. D'où, à ce moment-là, il faut passer devant un notaire. Qui a l'obligation de s'assurer de la situation hypothécaire du bien et de donner toutes les garanties à l'acquéreur qui ne sera pas inquiété. D'ailleurs, l'acquéreur sait très bien qu'une fois qu'il sort de chez le notaire, s'il y a un problème d'hypothèque qui se révèle et que le notaire n'a pas vu, c'est lui qui sera responsable. Donc un bien, même dans ce cadre de famille, de séparation, peut être vendu, même s'il a des hypothèques, mais faut-il passer devant un notaire ayant toute transparence et que le nouvel acquéreur dit qu'il a un tel coup de foudre pour ce bien immobilier qu'il accepte de régler les dettes aux banques et que par la caution du notaire, lui atteste que ce sera fait dans les termes. En fait, il ne dit pas qu'il accepte de régler les dettes aux banques. Il dit, moi j'achète, mon prix, votre prix c'est 200 000, mais je vous paye 200 000 euros. Ça ne regarde pas s'il y a une hypothèque. À la limite, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il sait, c'est que dans la mesure où l'acte est réalisé chez un notaire, le notaire doit lui garantir qu'il ne sera pas demain en difficulté parce qu'il y a une hypothèque. Il appartient à l'officier public qui reçoit l'acte de s'assurer que l'acquéreur ne sera pas inquiété demain parce qu'il y a des créances hypothécaires, il y a des créanciers qui se réveillent, etc. D'accord. Là, nous étions juste dans le financement de l'acquisition, par l'emprunt bancaire, donc pour les couples, et là, nous sommes au financement par l'emprunt. Donc, on disait les garanties. Les garanties de la banque, c'est tout d'abord l'hypothèque, la première, la plus importante, et vous pouvez également avoir ce qu'on appelle un cautionnement. Alors, c'est une garantie qui est un peu dont il faut se méfier. Dont il faut se méfier parce que le cautionnement, il y a deux types de cautionnement. Vous pouvez avoir un cautionnement hypothécaire ou un cautionnement personnel. Caution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, monsieur X, j'achète un bien, la banque me prête de l'argent, mais la banque estime que je ne suis pas suffisamment solvable. Je peux avoir un petit problème. Je suis juste. Donc elle me demande de lui présenter quelqu'un d'autre qui va garantir que si moi je ne peux pas payer, c'est elle qui paiera. Alors cette personne, elle a deux solutions. Elle peut dire à la banque, je vous donne une caution hypothécaire, c'est-à-dire que je vous donne une hypothèque sur un bien qui m'appartient à moi. La tierce personne. La tierce personne, voilà. Je donne une hypothèque. En plus d'être caution. Elle est caution hypothécaire à ce moment-là. D'accord. Elle dit qu'elle donne une hypothèque sur un bien qui lui appartient. Ce qui signifie que si l'acquéreur principal, l'emprunteur, ne paye pas, la banque pourra saisir ce bien-là. Par contre, la banque peut aussi dire, je veux que vous soyez caution personnelle, solidaire, et là, tous vos biens sont concernés. Ça signifie que si la personne, l'acquéreur principal, ne paye pas, la banque pourra vous poursuivre sur tous vos biens. Non seulement sur tous vos biens, mais si par malheur vous venez à décéder, elle pourra également poursuivre vos héritiers. D'accord. Dernier point, donc toujours ce financement par l'emprunt, les garanties nécessaires au financement, la délégation de loyer. Voilà, donc ce sont trois garanties qui vont souvent ensemble lorsque vous faites des acquisitions par le biais d'une société civile immobilière ou d'une autre société. La banque demande l'hypothèque, ce qui est normal. Elle demande le cautionnement, suivant la situation qu'on a évoquée tout à l'heure. Elle peut aussi demander la délégation de loyer, c'est-à-dire que si vous lui dites que le bien que vous achetez est destiné à être loué,
ou alors que vous avez l'intention de construire sur le terrain et donner en location, ben elle dira, dans ces conditions, je veux que les loyers que vous verseront les locataires me soient adressés directement. Ça s'appelle une délégation de loyer. Donc elle est sûre de ce fait qu'elle va au moins pouvoir percevoir les loyers pour rembourser les montants des échéances. Est-ce que cela est négociable? Ça veut dire que vous dites 50-50? Tout est négociable. Tout est négociable. Tout dépend de vos relations avec l'établissement financier. Tout dépend du montant de votre rapport personnel. Et le financement par l'emprunt bancaire est très courant aujourd'hui. Et là, les gens ont l'habitude de négocier avec leur banque, que ce soit au niveau des taux ou au niveau des garanties. Merci. Alors aujourd'hui, c'était le financement de l'acquisition, donc de particulier à particulier. Nous avons vu autant le financement par fonds propres que le financement par l'emprunt. Et pour revenir au financement par fonds propres, nous avons vu tout ce qui est acquisition des époux en biens communs, des époux en séparation de biens et notamment ceux qui sont au contrat de Pax. S'il y a un dernier mot à rajouter en 30 secondes. Le financement par l'emprunt bancaire doit être un acte classique. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui disent j'ai acheté mais je ne suis pas propriétaire, c'est la banque qui est propriétaire parce que c'est la banque qui a financé. Non, la banque a financé mais c'est vous qui êtes propriétaire. Votre obligation consiste à rembourser l'emprunt. Ce n'est pas la banque qui est propriétaire du bien, c'est vous qui êtes propriétaire, sauf que si vous ne payez pas, la banque pourra faire saisir le bien et elle pourra le faire vendre pour se désintéresser, pour se rembourser elle-même. Et comme vous le dites si bien, devant un notaire, tout est négociable. Ce n'est pas exactement ça. Je vous ai dit qu'avec la banque, vous pouvez négocier, avec votre banque, vous pouvez négocier et les garanties et le montant du taux d'intérêt, etc. Monsieur Sylvain Tantin, nous rappelons, vous êtes donc le président de la Chambre des notaires. Oui. Encore une fois, merci. Je vous en prie. Que vous avez reçu soit par donation, vos parents vous ont donné de l'argent, soit dans une succession, vous avez recueilli une certaine somme d'argent. Alors pour être sûr que leur emploi ne souffrira pas de contestation, on demande en général à l'autre époux d'intervenir à l'acte pour reconnaître qu'effectivement les fonds qui servent à payer le prix d'acquisition sont des fonds qui proviennent d'une donation ou d'une succession, et de ce fait l'époux qui intervient là, reconnaît qu'il n'a rien à voir dans le bien. Ça signifie que le jour où vous allez vous séparer, par le divorce ou par le décès encore une fois, celui qui a acheté le bien avec de l'argent qu'il a reçu par succession reprend ce bien-là intégralement. Ce n'est pas un bien qui sera partagé par moitié. Alors, juste pour éviter des malentendus ou quelques subtilités, je me permets de rajouter. Est-ce qu'il faut, à ce moment, pour que ce bien reste votre bien propre, donc protégé le jour de la séparation, il restera entièrement le vôtre, qu'il n'y ait aucune participation de l'autre époux avec un bien commun. C'est-à-dire que même 10% de l'achat de ce bien... Donner un chèque qui ne peut pas être encaissé demain, j'aurais fait une attestation qui ne sera pas valide. Puisqu'en réalité, vous n'aurez pas payé le prix si le chèque n'est pas honoré. Alors justement, pour ceux qui ne sont pas familiers à ce vocabulaire, donc chèque de banque... Chèque de banque, c'est un chèque établi par la banque. D'accord, ce n'est pas un chèque qui est dans votre chéquier. Ce n'est pas un chèque que vous retirez de votre chéquier, que vous faites... C'est un chèque spécial. C'est un chèque spécial qui est établi par la banque. C'est un chèque qui est garanti, comme on dit les chèques certifiés. C'est un chèque qui est garanti, dont nous sommes sûrs que le prix sera payé. Voilà, ce chèque sera honoré. Que cette somme est disponible sur votre compte. Exactement. C'est la banque qui fait directement le chèque, le montant qu'on lui a demandé. Merci. Alors, ça, c'est le cas typique, une affaire... simple, vous avez l'argent sur votre compte, la banque fait un chèque, fonds propres. Il faut quand même être prudent lorsque, encore une fois, nous avons toujours des situations d'époux communs en bien ou d'époux séparés de bien. Si ce sont des époux communs en bien, même si c'est l'époux seul qui achète ou l'épouse seule, le bien sera un bien de communauté, peu importe le financement de l'acquéreur. Si l'acquéreur n'a pas au préalable ou au plus tard, le jour de la signature, verser l'argent qui représente le prix de vente et les frais de l'acte de vente. Alors, pour des époux communs en bien, si on fait une acquisition sur fonds propres, cela signifie que vous disposez d'une certaine somme sur votre compte en banque et vous faites votre acquisition sans passer par une banque, sans passer par un prêt bancaire. Donc, acquisition sur fonds propres, il suffira que vous vous présentiez le jour prévu avec un chèque établi par votre banque, un chèque de banque qui représente le montant du prix de vente
et éventuellement le montant des frais de l'acte. Alors justement, tout de suite, vous, notaire, vous recommandez, si on doit faire cela par des fonds propres, il vaut mieux avoir un chèque de banque. Il faut un chèque de banque puisque nous devons avoir la certitude que le prix de vente est bien payé. Et bien disponible. Disponible. Le jour où nous signons l'acte de vente, je vous remets une attestation disant que vous êtes propriétaire. Or, si vous me... Maître Sylvain Tantin, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous verrons aujourd'hui le thème du financement de l'acquisition de particulier à particulier. Exactement. Nous avons vu dans quelques auditions les protections de l'acquéreur, du vendeur en matière de vente immobilière, les avant-contrats. Et le nerf de la guerre reste, rappelons-le, l'argent, puisque vous vendez, c'est pour pouvoir toucher un prix. L'acquéreur doit donc obtenir son financement préalablement à l'acquisition. Voilà. Donc avec vous, deux grandes lignes, avec 3 points différents. Le financement par fonds propres, le financement par l'emprunt, et notamment par le financement par fonds propres, nous verrons autant l'acquisition par des époux en commun de biens, sinon en séparation, et sinon pour ceux qui sont des partenaires du PACS. Exactement. Mais je vous laisse aborder le sujet. Très bien. Alors, on ne peut pas imaginer qu'on arrête un rendez-vous de signature d'un acte de vente si on n'a pas, peu importe, l'origine des fonds. Et le pourcentage de participation. Ce sera toujours moitié-moitié. Voilà. Pour les biens des époux qui sont mariés en communauté, quel que soit celui qui fait l'acquisition, ce sera toujours moitié-moitié. S'il y a séparation. Cela signifie que le jour où ils se séparent, que ce soit par le divorce ou par le décès, il faudra partager le bien en deux. Moitié-moitié. Alors, il y a un cas particulier où on a déjà évoqué cette situation, où un époux, même s'il est marié en communauté, peut réaliser l'acquisition pour son compte, c'est-à-dire pour lui-même, tout seul. C'est le cas du remploi. Imaginons que l'un des époux ait recueilli dans une succession une somme relativement importante. Cette somme lui permet d'acheter un bien. Même s'il est marié en communauté, il peut faire l'acquisition pour son propre compte et on dira que c'est un bien propre qui ne tombe pas en communauté parce qu'il aura remployé l'argent qu'il aura reçu dans une succession. On appelle ça la un notion remploi. de remploi. Donc vous remployez des sommes